au festival des jeux de Cannes. Au festival des jeux de Cannes. Bonsoir. Alors effectivement, on tenait absolument à faire une table ronde avec des ludicaires. Le ludicaire est au jeu de société ce que le libraire est au livre. Et on va discuter un petit peu de votre métier, on va discuter du groupement des boutiques ludiques dont vous êtes toutes les trois adhérentes et qui fait beaucoup pour le jeu de société. Mais d'abord, je vais vous présenter. Donc, j'ai la joie d'être avec Cathy, avec Christine et avec Lucie-Marie. Et je vais vous demander de vous présenter à nos internautatrices et internautateurs pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux. Déjà, François, merci pour cette invitation. Je suis Cathy Suignard. J'ai une boutique en Bretagne, à Dinan, petite cité de caractère que je conseille à tous de venir visiter. Ma boutique s'appelle Lutin Ludique et puis cette année, on va fêter nos 20 ans. Waouh! Christine. Alors moi, c'est Christine Sauvin. Bonjour, j'ai une petite boutique en Suisse, à Genève. Donc on est les internationaux. Welcome. Donc on a ouvert il y a à peu près 4 ans. Ça fait 4 ans. Et puis notre petite boutique, elle n'est pas très grande. Mais voilà, on arrive à jouer dedans. Et puis c'est l'épée à deux nains. Donc à deux nains et pas à deux mains. Ah oui, à deux nains. Attention. Vous avez 2 enfants? Alors, 2 et demi, mais... C'était les 2 nains. Donc on va pas changer de nom, mais... D'accord. Mais voilà. Mais oui, ok. Bonjour à tous. Alors Lucie-Marie, moi je suis dans le métier depuis 27 ans. J'ai une boutique principale à Angers qui est là où l'aventure s'est lancée. Maintenant, ça s'est un petit peu disséminé. J'ai fait des petits, donc il y a 6 boutiques en intégré qui sont à Angers, dans le Tour, etc. Et puis surtout, on a un réseau des passionnés du jeu qui nous ont rejoints. Et maintenant, il y a 15 enseignes sortilèges sur la France et bien sûr la Réunion. Voilà. Alors, si vous êtes là, c'est pour nous parler un petit peu de votre métier de ludicaire et aussi pour nous parler de la façon dont la profession est en train de se structurer. C'est une vague de fond qui emporte tous les métiers du jeu de société depuis, on va dire, 2 ou 3 ans. On a l'apparition de la Sage, on a l'apparition du Wedge, on a les illustrateurs qui commencent à essayer de se regrouper entre eux. Et un des premiers à avoir fait ça, c'est les ludicaires par l'intermédiaire du groupement des boutiques ludiques. Et qu'est-ce que c'est donc que le groupement des boutiques ludiques? À quoi ça sert? Et comment le consommateur final peut voir qui vous êtes et quelles sont les actions que vous avez en faveur des... Tu en poses tout plein de questions, dis donc. Juste, François, Oui. tu as dit consommateur? Oui, D'accord, mais absolument pas. D'accord. Mais je ne trouve pas que les métiers de la vente sont vulgaires. Je ne trouve pas que merci. vouloir gagner des sous, ça soit forcément déplacé. Merci. Tout le monde a envie de faire bouillir sa marmite. Merci. Et en plus, je trouve que c'est dans ce type de métier, on peut vraiment travailler de façon très correcte, hein, en respectant ses clients, en respectant ses fournisseurs, etc. Ouais. etc. C'était juste important, juste avant que tu répondes, Cathy, parce qu'il y a ce côté économique autour du jeu de société évident. Évident pour l'éditeur, évident pour l'auteur, pour l'illustrateur, évident pour le distributeur. Il est tout autant évident pour le ludicaire, sauf que c'est vrai que comme le monde du jeu, de mon point de vue,
vous corrigerez ou vous aurez votre autre point de vue, c'est construit autour de l'aspect passionné. Et automatiquement, dès qu'on parle de passionné et qu'on y ajoute le soupçon d'argent, on a l'impression d'avoir fait « Ah mais non, mais on va dévoyer la passion, ça va pas être bien, la passion c'est gratuit, c'est comme ça. » Et donc du coup, je trouve que c'était effectivement important, en ayant entendu le mot consommateur, que vous avez le droit d'avoir un avis différent, mais que personne ne sursaute en disant « Ah, mais c'est le jeu de société, on peut pas me faire ça !» On veut justement en parler avec vous, parce que il y a discussion sur l'Udicaire, le réseau, Internet, c'est moins cher, truc, muche, machin, bidule. Il n'empêche que vendre des jeux de société et les vendre bien, ça me paraît effectivement important et ne pas du tout mettre le produit, donc la boîte de jeu, en lui crachant dessus. Voilà, c'était juste pour réagir par rapport à ça. Je te laisse présenter le GBL, Cathy. Pardon. Merci. Alors le GBL, il est parti d'un constat, c'était il y a 3 ans et demi, où on s'est rendu compte qu'on était plein de ludicaires. On se retrouvait comme ça de temps en temps sur des salons professionnels, et puis en fait on échangeait juste un petit moment comme ça, et on se rendait compte qu'on avait forcément des problématiques communes. Donc à l'heure actuelle, il y a des réseaux sociaux qui permettent du coup de discuter en permanence. Donc l'idée était de monter cette association qui, dès le départ, a regroupé 98 ludicaires, 98 boutiques en France. Donc il y avait vraiment un réel besoin de dialoguer, de discuter. C'est un métier où on échange énormément avec tout le monde, et en fait on se rendait compte que finalement nous-mêmes on n'avait pas de collègues de travail. On n'avait pas la machine à café où on va aller dire du mal du collègue machin, etc. Voilà, ça c'est dit. Donc de ce constat-là est né le GBL, et puis après d'autres besoins vis-à-vis de nos partenaires. Et alors le GBL, qu'est-ce que les GBL apportent à ses adhérents ? La machine à café déjà. Et un poids commun face à nos partenaires. La possibilité pour nous de nous regrouper et de dire ce qu'on aime au niveau des jeux via donc le catalogue qu'on construit. Ce qu'on appréciait peu, c'était tous ces petits catalogues consommateurs qu'on avait sur nos tables. Le catalogue Gigamic, le catalogue Asmodée, le catalogue, etc., qui foisonnait de jeux et qui était frustrant pour le joueur, puisqu'au final, tous ces jeux, on ne les avait pas dans les rayons parce qu'ils ne correspondaient pas au choix qu'on avait fait. Donc, de ce constat-là est née l'idée de faire un catalogue en commun qui reflète exactement ce qu'étaient nos rayons. Ok, alors le catalogue, on va en parler un petit peu plus tard parce qu'on a plein de questions sur la façon dont vous construisez ce catalogue. Mais on va y revenir plus tard, mais j'avais 2 petites questions. Une pour Lucie Marie. Avec Sortilège, il y a déjà une espèce de groupement de boutiques. Et qu'est-ce qu'une organisation déjà rodée avec un regroupement de boutiques? Est-ce qu'il y a quand même un intérêt à aller dans une association comme le GBL Oui, vraiment. On en est d'autant plus persuadé que tu sais que Bruno fait partie du bureau, mon co-gérant. Donc il y avait plus qu'une envie d'adhérer, il y avait une envie d'agir, une envie vraiment d'être là au moment où ça se faisait. Et alors oui, il y a un groupement, mais justement déjà dans ce groupement, il y a à la fois des grands et des petits. Et on trouvait important que ils soient eux aussi présents, qu'on ne soit pas isolés dans notre bulle, hein, que ça ne soit pas le groupe Sortilège. On fait d'abord partie d'un groupe de boutiques national, et ce groupement-là, on avait envie aussi de le construire et de construire toutes ces choses-là avec les autres. Donc pour nous, il y a un vrai apport, et pour mes collègues qui sont disséminés sur toute la France, ils y trouvent la même chose que peuvent trouver les autres, alors avec des petites nuances, parce que nous on communique aussi beaucoup en interne, on a déjà toutes ces discussions, mais c'est un éclairage, et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Ok. Christine,
toi, tu fais pas partie du national, comme disait Lucie Marie à l'instant, tu fais partie de l'international. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé chouette, c'est que les boutiques ludiques dépassent les frontières de l'Hexagone pour aller aussi dans les pays limitrophes chercher d'autres. Alors, est-ce que c'était des pauvres petits ludicaires perdus au milieu de la Pampa ? Je pense pas avec une boutique à Genève que tu sois au milieu de la Pampa. Mais qu'est-ce que tu as eu comme motivation pour essayer de rejoindre cet assaut de ludicaires ? C'était presque une évidence en fait, parce que justement, en étant en Suisse, Suisse romande, on est quand même passablement, on va dire, à l'extérieur des gros événements ludiques en fait, qui se passent en France, qu'on n'a pas forcément en Suisse. Et du coup, c'est vrai qu'avec cette association, on a réussi à trouver des passionnés et des amis, et puis des petits trucs qui nous aident à nous développer, à avoir certaines choses qu'on n'aurait pas eues forcément en Suisse si on n'avait pas trouvé cette association. D'accord. Guillaume. Je peux poser du coup la question, on sent que le besoin de discuter, le besoin de confronter, oui, de partager des expériences était présent à la machine à café, tout ça et tout. C'est rigolo parce qu'effectivement les éditeurs, les auteurs de jeux avaient cette envie aussi, c'est-à-dire qu'il y a un moment, tu as besoin de partager, tu vis quoi, etc., etc. Est-ce qu'il y a un moment, le groupement des boutiques ludiques, comme pour les autres, dépasse quand je dis simple, c'est pas une fois encore péjoratif, ce premier élément, c'est-à-dire on a besoin d'échanger, ça y est, on échange, on a besoin on a fait notre petite sélection et on en reparlera, on a notre catalogue et on le porte et il y a une communication. Est-ce qu'il y a un moment, ce groupement-là est aussi une façon de résister ? Et quand je dis résister, c'est parce que j'en parlais tout à l'heure, c'est une activité économique. Les centres-villes sont en train de se restructurer, les endroits d'achat sont en train de se restructurer, le e-commerce s'est structuré, est arrivé en fanfare, oui, non, est-ce qu'on peut résister ? Sur les forums de Tric-Trac, les discussions vont bon train entre « non, moi j'achète en ligne parce que je gagne 2 €. Et encore une fois, no offense, il n'y a pas de critique là-dessus, je ne dis pas ça. Non, moi je vais chez mon ludicaire parce que justement je veux soutenir. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment, le groupement a été aussi, il va falloir qu'on plante un oriflamme, et Asdor, pardon. Et il va falloir qu'on aille, non pas à la bataille, parce que c'est pas du militaire, mais on aille dire, si vous nous oubliez alors qu'on a été à l'initiative du développement du jeu de société aussi, eh bien on va mourir. Est-ce que c'est aussi ça qui a guidé le GBL ? On n'est pas du tout dans la résistance. Je crois que le milieu a complètement conscience que le ludicaire fait partie intégrante du milieu ludique. Ça, les auteurs, les éditeurs, les distributeurs en sont complètement convaincus. Après, c'est sûr que se regrouper c'est un poids pour aller discuter en effet sur des façons de travailler avec les éditeurs et les distributeurs. Après, il nous faut, nous, exister en effet. Parce que c'est vrai que le milieu va bien, mais du coup, le milieu se développe dans tous les sens. Il y a de plus en plus d'éditeurs, il y a des distributeurs, mais aussi il y a de plus en plus de boutiques et il y a des réseaux de distribution qui installent les rayons jeux de société dans leur grande surface. Donc forcément, la part du gâteau, le gâteau a augmenté, mais la part finalement, elle n'augmente pas pour nous. Donc on a en effet réellement besoin d'exister, mais absolument pas de résister. Ce terme-là est trop fort. Trop fort. Oui. Ouais, très bien, parfait. Merci. On va revenir un petit peu sur le catalogue. Le catalogue, pour nous en tant qu'extérieur au groupement, pour nous c'est un peu un ovni. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué à des catalogues publicitaires avec des textes mielleux qui servent la soupe parfois à des jeux qui ne devraient pas dépasser le stade des portes de l'imprimeur. Là, on a... Bam, 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 Non, bam. mais c'est vrai, mais c'est pas honteux pour ceux qui les font, c'est autre chose.
Mais là, on se retrouve avec ce qui, de l'extérieur, nous semble être un catalogue où la sélection a été travaillée en amont, où les textes ressemblent à quelque chose qui a été écrit et pensé. Certains d'entre nous ont vu depuis au moins 2 ans à PEL ce qui représente un mélange entre la scène, le tribunal de l'Inquisition et les tontons flingueurs. J'aime beaucoup le côté Star Academy, voilà. Tu sais. Moi, j'attends de voir les ludicaires du GBL dos à l'éditeur, Ouais. et ils pitchent le jeu et bam, je suis. Et là, donc, on voit une douzaine de ludicaires sur une longue table. Et les éditeurs APEL viennent un par un, tremblant avec leurs petits jeux pour essayer de les présenter. Et vu de loin, quand on passe vers l'espace pro de PEL, c'est quelque chose qui nous fait tous marrer. Et j'ai l'impression que les éditeurs, ils ont un peu la pétoche. Racontez-moi un petit peu, qu'est-ce que vous faites à PEL ? Est-ce que vous ne sélectionnez qu'à PEL ? Est-ce que vous sélectionnez ailleurs ? Comment se passe le processus de sélection avec les éditeurs ? Je l'explique, ça va aller. Oui. Allez, c'est à toi. Alors, la construction du catalogue, elle commence là dès Cannes. On demande aux éditeurs déjà de nous proposer une liste des jeux qu'ils souhaiteraient mettre dans notre catalogue. Le catalogue, c'est 220, 240 jeux. De l'année ? Oui. De l'année et des classiques aussi. Oui, pardon. Ah oui, d'accord, c'est pas ok. que des nouveautés, C'est pas que de excuse-moi. la nouveauté, d'accord, oui, ok. Oui, excuse-moi. Donc on commence dès maintenant. Jusqu'à PEL, on va discuter au sein d'un groupe avec ces 15 personnes qui font partie du comité de la pertinence ou non de conserver un jeu. Et à PEL, nous allons voir toutes les nouveautés à venir. Parce que forcément, là, ils nous proposent des jeux, mais il y a des jeux qui sont encore en prototype, qui ne sont absolument pas encore construits, aboutis, finis. Donc, à PEL, on termine en jouant, en travaillant les jeux en devenir. Le format, en effet, est compliqué. C'est réussir à réunir 15 ludicaires qui sont chacun des boutiques indépendantes, qui gentiment donnent de leur temps bénévolement pour venir, qui ferment leur boutique durant un week-end pour venir à PEL. Donc, le format reste encore à construire. C'est pas professionnel. On est une joyeuse bande, qui vient un peu pique-niquer à PEL, mais ça se fait dans la bonne humeur et chaque ludicaire donne vraiment de lui pour construire ce catalogue, parce qu'on sait que ça va impliquer toutes les autres boutiques ensuite. Parce que les boutiques qui sont au groupement ont cette obligation, c'est d'avoir après dans leur rayon tous les jeux du catalogue. Alors, c'est là où je rebondis, François, si tu me permets, parce que ça veut dire qu'on peut comprendre de cette façon, à mon avis, je ne sais pas si ça passe à l'écran, mais plus facilement, la potentielle importance que ça peut représenter pour l'éditeur. Parce que ça veut dire que je viens, je présente, je sais que si le GBL, le groupement des boutiques ludiques, prend le jeu dans le catalogue, X boutiques vont le commander. Actuellement, c'est combien ? 140. 140 boutiques vont commander au moins un exemplaire du jeu. Alors bon, j'imagine que un, ça ne sera pas beaucoup, mais je vais au moins en commander un. Mais donc, comme on sait, je ne sais pas si on peut le dire, enfin j'espère que j'ai le droit de le dire, que pour certains jeux, la boutique hyper spécialisée, donc le ludicaire dans le jargon, ça peut être 100% des ventes, c'est-à-dire qu'il ne sera pas en GSS, en grande surface spécialisée, il ne sera pas en GSA, en grande surface alimentaire. J'imagine que quand tu t'assures déjà une base de 140, tu dois pouvoir respirer. Mais ça veut dire que sur un lancement, si les 140 ludicaires commandent 10 jeux d'une nouveauté, l'éditeur en a placé presque 1500
Ce qui était tout à fait. Sur son démarrage. Ce qui était un lancement il y a encore quelques années, un lancement moyen entre guillemets, là où ces années-là, les implantations maintenant se font parfois à 400, 600 exemplaires. Donc quand tu le quasi triple, double au moins, je fais je veux bien croire qu'il y aille en tremblant en disant pourvu qu'il le prenne. Et est-ce que cette conscience-là de cette potentielle force, après tout, c'est pas vos histoires. Vos histoires, c'est de sélectionner le bon jeu pour le bon catalogue. Mais on comprend que l'éditeur, lui, il puisse dire il se joue quelque chose. Oui, il y a un peu de tension, il y a un peu de pression. C'est aussi... Ouais, puis c'est vrai que c'est des auteurs derrière, c'est des gens qu'on aime, mais c'est toujours... c'est des choix très compliqués. Ouais, oui. Comme le jury de Cannes, peut-être. Alors Christine, j'aimerais savoir, je te pose la question à toi parce que comme ça permet à Cathy de reposer sa voix. Quand on a un outil comme le catalogue, toutes les boutiques ne se ressemblent pas forcément. Comment tu vas choisir les jeux qui sont dans le catalogue que tu vas mettre en avant par rapport à d'autres ? Est-ce que par rapport à l'implication que vous avez au sein des boutiques ludiques, vous êtes obligé d'avoir absolument tous les jeux ou est-ce qu'on a droit à des jokers ? Celui-là, je ne le supporte absolument pas, je ne veux pas qu'il rentre dans mon magasin. Non mais ça peut arriver. Même pas une boîte. Je ne citerai aucun nom parce qu'on est le matin et que je suis de bonne humeur. Mais... comment tu le gères au quotidien ? Non, alors c'est sûr, en fait, il y a des catégories déjà, premièrement. Donc, en tant que boutique, on s'inscrit en disant, on s'oblige à avoir tous les jeux de cette catégorie et de cette catégorie. Donc, on va sélectionner les catégories. Il y a des catégories qui sont obligatoires, typiquement le familial. Donc ça, c'est sûr que c'est le corps métier, c'est le corps du catalogue. Et puis après, il y a typiquement des catégories experts. Certaines petites boutiques ne vont pas forcément faire du expert, ou alors enfants, parce qu'il y a aussi des boutiques qui ne font pas l'enfant. Donc là, on va sélectionner en fait par rapport à notre type de boutique. Et ça, c'est très important. Il faut savoir que on sélectionne par rapport à ce que nous, on a aussi envie, les catégories. Et puis, une fois qu'on s'engage dans une catégorie, là, on va travailler toute la catégorie. Donc ça, c'est sûr, on va s'engager. Et ça nous permet aussi de découvrir certaines choses, parce que c'est vrai que y a tellement de nouveautés, il y a tellement de choses qui sortent que des fois, on loupe un jeu, clairement. Et puis, s'il était sélectionné, ça veut dire on va le tester, on va regarder comment il fait. Et puis après, là, on décide si on le met vraiment en avant. C'est-à-dire qu'on fait une jolie petite tour avec ces jeux ou si on le prend, on le met en rayon et puis on regarde comment il fonctionne. D'accord. Lucie Marie, toi tu gères un groupement dans le groupement puisque tu gères plusieurs magasins. Est-ce que chaque magasin va avoir sa couleur ? Est-ce que les magasins ont exactement les mêmes jeux aux mêmes endroits ? Est-ce que si je rentre dans un sortilège à Angers ou celui de la Réunion et que je sors par celui de la Réunion ou de Tours, je suis exactement dans le même magasin. Alors oui, malgré tout, c'est justement une identité qu'on a construite. Donc ça, c'est important et on est très attaché à ce que dans nos magasins, en fait, dès le départ, on a voulu parler à toutes les populations. Donc on commence dès 2 ans et évidemment, en passant par le jeu de société, on va aller aux jeux spécialisés, à la figurine, aux jeux de cartes à collectionner. Et ça, tu le retrouveras dans toutes les boutiques. D'accord. Par contre, clairement, il y a des empreintes qui sont très fortes selon les magasins parce que, évidemment, avant tout, on a une clientèle. On a un tissu local ludique qui est important, qui s'est construit avant nous, après nous, avec nous, mais sur lequel on va bien sûr interagir. Et il y a des empreintes très fortes, c'est-à-dire que je vais avoir des magasins qui vont être très typés spécialistes, clairement. Et puis d'autres qui sont vraiment grand public, avec quand même tout le temps, néanmoins, de tous les rayons qu'on a évoqués. Et moi, je te rejoins vraiment, Christine, là-dessus. Ce catalogue, il nous apporte vraiment parce que
quand je regarde, quand on suit tout le travail que vous faites à PEL, moi j'en fais pas partie, il y a des commissions, il y a des choses qui s'organisent pour ça, je découvre des choses. Et vraiment c'est important, même si c'est pas des choses qu'on aurait sélectionnées, que ça soit dans nos magasins. Parce qu'il y a justement cette envie de participer à quelque chose, de parler d'une voix, d'exister. Et pour exister, il faut justement qu'on ait cette cohérence-là. Et on essaye vraiment de respecter ça. C'est important. Ouais. Ok. On a parlé business, organisation des magasins, etc. etc. On va essayer de revenir à ce qui nous fait tous chavirer, les jeux. Ah, j'avais 2-3 petites questions, mais bon, d'accord. Vas-y, François. Vas-y. Non, avant d'y passer, je vais te laisser rebondir. Et comme ça, on gardera un peu plus de cohérence. On peut garder un peu de temps pour les jeux, il n'y a pas de souci, mais du coup, je trouve ça génial. On a parfois la vision du ludicaire, je fais exprès, hein, d'accord, passif. C'est-à-dire, quelqu'un va rentrer dans ma boutique et donc il a déjà fait une partie du travail, enfin il s'est intéressé au jeu, il va juste, entre guillemets, falloir que je trouve le bon jeu pour lui, pour le fidéliser, etc. Est-ce que dans votre pratique ludicaire, vous trouvez qu'il y a possibilité, je ne sais pas comment le dire bien, de travailler la clientèle? C'est pas ce que je veux dire dans le sens de, mais au moment où du coup tu l'amènes à lui-même découvrir autre chose que ce qu'il est venu chercher. En disant, ben voilà, je sais pas moi, il y a eu un lieu sympa où j'ai été sympa avec toi, mais non pas pour te faire une vente, mais pour te montrer que le jeu de société c'est aussi autre chose, que tu vas découvrir ça, et que finalement, ma boutique je l'ai commencé et c'était familial, et puis finalement j'ai réussi à mettre, j'en sais rien, 10% qui vont devenir experts parce que waouh, ils ont découvert un truc. Enfin voilà, est-ce que c'est pas simplement de la vente de tuyaux d'arrosage, il y a aussi quand même un truc un petit peu spécial qui se crée avec dans cette évolution-là. Je ne sais pas qui veut répondre. Je vais répondre, je pense. Enfin, je vais essayer. Mais je pense que c'est vraiment ça, et c'est pour ça que les gens reviennent aussi chez nous. C'est que souvent, ils ont une idée sur un jeu parce qu'ils ont entendu parler et tout ça. Et ils arrivent en disant, qu'est-ce que vous pensez ? Et typiquement, dans notre boutique, tous nos jeux qu'on a en boutique, on a plus de 1200 références, on a une version démo. Donc ça veut dire qu'on a essayé le jeu. Wow. Donc c'est un vrai travail, hein. Ça demande, c'est une passion aussi, donc c'est vrai que c'est pas très grave si on doit jouer, on est d'accord là-dessus. Mais on est aussi capable, après ça dépend, pas toute personne chez nous qui travaille sont capables, mais on peut expliquer à 90% les règles des jeux, de savoir comment la mécanique, comment elle fonctionne et tout ça. Et ça, je crois que c'est ce que les clients viennent chercher par rapport à les sites internet ou ce genre de choses, parce que bien sûr qu'il y a énormément de blogs, donc ils peuvent se renseigner sur les jeux, mais notre travail, c'est de lui dire on commence à connaître les styles des gens aussi au bout d'un moment. Et de dire ça je pense que tu vas beaucoup aimer, et c'est pour ça qu'ils viennent aussi. Le conseil et on a aussi des clients qui viennent avec une idée très précise en disant voilà, je veux ce jeu là. Ok, très bien, mais on leur dit mais là j'ai un exemple, typiquement il y a quelqu'un qui venait chercher un jeu et je lui dis vous aimez le coopératif? Et il me regarde, il me dit non, je déteste ça. Et je dis mais c'est un jeu coopératif. Et il me dit non, mais moi je veux pas jouer. Et en fait, alors il s'était peut-être pas bien renseigné et tout ça, mais c'est vrai que c'était un jeu qui faisait beaucoup parler de lui, mais qui était coopératif, et c'est pas du tout ce qu'il cherchait en fait. Et c'est ça notre travail, c'est de dire oui, on a fait une vente à la fin, mais avec un jeu qu'il va apprécier. Et c'est toute la différence. Quand vous achetez et que vous cliquez sur Internet, vous lisez 3 lignes sur un jeu et voilà, c'est pas la même chose. Oui, je te rejoins complètement. On a plusieurs types de ventes dans les boutiques, et combien de fois, en fait, quand tu creuses un peu, parce que évidemment, bonjour, 14,90, merci, au revoir, non, ok, donc on va toujours avoir une petite réflexion, rebondir, même si c'est Noël, enfin tu y vas quoi. Et il y a beaucoup de clients qui viennent et qui viennent acheter par rapport à une note. Et vous aussi, vous avez une grosse importance là-dessus, parce que Trick Track, c'est une référence.
Sauf que, enfin voilà, vous le savez, un jeu, il n'est pas fait pour tout le monde n'importe comment. Et quand tu creuses et quand la personne me dit, ah, mais j'ai vu, il est bien noté. Là, tu ralentis le geste, tu fais, ah ouais, ok, d'accord. Et du coup, vous cherchiez quoi dans ce jeu-là et combien de fois, effectivement, on rattrape le coup. Parce que oui, il est bien noté, mais il n'est pas fait pour toi. Et puis les petits trucs drôles parce que il y a des piles de jeux des fois qu'ils voient dans les magasins qui disent non mais il y a une pile de jeux, il est bien. Ben oui, mais peut-être ou pas. Donc ça c'est vraiment important. Et puis l'expérience aussi. À la limite, le joueur dont tu parlais, celui qui connaît déjà par cœur, qui sait, etc. Qu'est-ce qu'il vient chercher? Ben il vient chercher le partage. C'est bien, t'as fait ton Kickstarter, t'ouvres ta boîte. Combien j'en ai qui arrivent puis qui ont envie de m'en parler parce qu'ils ont envie d'échanger. Mais voilà, et quand ils achètent ta boîte, des fois ils l'ouvrent avec toi, ils découvrent et on enlève les punchs et tout. Et voilà, là t'as le vrai retour et t'as le vrai partage qui se fait sur l'expérience jeu. Et ça c'est ce qui fait la différence dans la boutique. Voilà, donc ça ne nous empêche absolument pas de revenir sur vos expériences respectives. Et puis, c'est vraiment un très chouette moment et ce que j'aime beaucoup, c'est d'arriver à faire comprendre que justement, on va chez son libraire et on va lui demander qu'est-ce qu'il a aimé lire dernièrement. Et il va d'abord me demander, mais qu'est-ce que toi tu as lu dernièrement ? Et je vais dans mon magasin de BD et je vais lui demander au secours, là, il y a tellement de trucs qui viennent de sortir, qu'est-ce que tu peux me conseiller? Et lui aussi il me connaît et puis il va dire, ah ouais mais toi tu aimes bien ça, celui-là tu peux le prendre les yeux fermés, s'il te plaît pas tu me le ramènes. Et ce que j'apprécie quand tu vas dans une boutique de jeux à taille humaine, c'est justement ça, c'est que les gens te connaissent, tu peux trouver jeu à ton pied et c'est quand même formidable. On parlait de jeux, on est à Cannes, il y a un nombre de stands absolument invraisemblable et cette année encore plus que les années précédentes. On a l'impression que l'année prochaine, s'ils veulent agrandir, il faut qu'ils délocalisent le festival sur les tentes blanches qui sont le long de la plage parce que c'est vraiment plein comme neuf. On va essayer de faire un petit tour de table pour savoir, parmi ce que vous avez déjà vu, le salon n'est pas fini, mais vous avez eu accès à une journée pro le jeudi, vous avez accès à des salons pro, à des endroits où les éditeurs ou les distributeurs présentent des nouveautés et où le public ne peut pas jeter un regard. Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a vraiment marqué depuis le début du salon ? Je vais commencer parce que j'ai très peu de choses à dire. J'ai passé mon temps sur des réunions professionnelles et finalement j'ai absolument pas joué. Mais j'avais vu à Vichy, au festival de Vichy, et que j'ai revu ce matin. Je pense à un jeu qui vous tient à cœur aussi, qui sera distribué par BlackRock. J'ai pas le nom, j'ai pas l'auteur. Un jeu de plateau avec des toupies qui bougent et qui font... Ghost Adventures. Merci Guillaume. Avec plaisir. Alors, on avait Vladimir qui était là hier pour nous présenter le jeu en avant-première. Vous pourrez le retrouver si vous avez loupé ça en direct hier. Vous pourrez retrouver la vidéo sur notre chaîne YouTube de VOD. Et effectivement, je l'ai vu à Vichy moi aussi. Et quand il te le présente, tu dis ce mec est fou et ça ne marchera pas 2 secondes. Et ça marche, et 5 minutes après, tu as ton plateau et tu reçois la toupie qui t'a lancé et tu arrives au bout de ton parcours et tu la files à quelqu'un d'autre et tu te dis Pardon, waouh. Pardon François. Je trouve que ça fait très foire internationale parce que quand Vlad arrive avec son plateau et il fait, regarde, tu fais hop, là je saute, j'attrape un point, là je saute, j'attrape un point, prépare-toi, c'est à toi, tu fais, oh c'est génial, puis ça a l'air tellement facile, puis il fait, hop, à toi, puis tu fais, mais pourquoi ça marche plus? Et là tu fais, d'accord, ok, il m'a vendu un truc, il va falloir que je m'entraîne. Non mais hors de plaisanterie, normal. Ça marche super bien. Sa marge de progression, ce jeu n'a strictement aucun intérêt. Non. Mais j'adore ce style de projet vraiment à la marge et qui donne une belle image de notre milieu avec des gens qui essayent sans cesse de renouveler des trucs. Je suis d'accord. Et c'est chouette. On continue le tour de table.
Alors, nous aussi, on a beaucoup discuté, mais pas beaucoup joué. On est des passionnés, mais on joue plus. Non, mais on joue que la nuit, en fait, c'est ça. Non, mais on a testé certaines choses quand même. Et il y a, pour une poignée de meeple, Ouais. de Super Meeple, tout à fait. Donc moi, j'ai bien aimé, on s'est bien marré, donc ça va être sympa. D'accord. Bon, je vais pas faire la même introduction, mais même J'ai constat. beaucoup travaillé. Non, alors moi j'ai été surpris parce que souvent les jeux tu les vois pas mal avant, les protos, etc. Et là celui-ci de Spesco je l'avais pas du tout vu et pour une poignée de marguerite m'a vraiment plu. C'était très sympa. Et puis Top 10 aussi. On s'est bien marré hier. exact. Ah ben, Et voilà. mais comment n'a-t-on pas pensé à raconter cette anecdote pendant les lunettes noires, mon cher François? Ah, alors, je te laisserai raconter l'anecdote. Je vais juste dire quelques mots de Top 10. Mathieu Despenoux et sa maison d'édition Cocktail Game ont trouvé un nouveau jeu qui rentre tout à fait dans la charte éditoriale de Cocktail Game, c'est-à-dire faire des jeux crétins malins. Et Il me celui-là, semblait que Mathieu disait que cette charte était abandonnée, mais on peut Mais continuer. il ment. Il ment. il ment parce que là, on a vraiment un jeu qui est totalement crétin Tellement et qui malin. est très malin. Ah, tellement malin. C'est un jeu d'un tout jeune auteur. Oui. Il va m'excuser parce que j'ai oublié son nom. Je crois Mais que c'est... il nous regarde pas de Voilà, toute façon. si, mais on va le retrouver, on vous le redira tout à l'heure. Et donc, le jeu ne sort pas avant le printemps ou cet été, mais ils ont eu la bonne idée de distribuer partout des kits de démo et de pouvoir faire jouer sur leur stand, sur les espaces pro, et ce qui fait que beaucoup de gens ont déjà essayé ce jeu. Guillaume, je te laisse raconter les anecdotes croustillantes. Ça va être très simple, hein. Vous tirez un thème pour l'anecdote que je vais raconter, c'est il ne faut pas pousser mémé dans les orties, mais il faut la pousser dans. Et ensuite, il va falloir trouver de 1 à 10 de l'endroit le pire dans lequel on peut pousser mémé à 10 l'endroit le mieux dans lequel on peut la pousser. Et j'ai appris hier avec mes collègues joueurs qu'il était mieux 10 de pousser mémé sur un édredon. Oui, mais 10, ah bon? Et qu'en fait, pousser mémé sur son petit-neveu, c'était juste un 5. Je trouvais ça un peu catastrophique, mais soit. Bref, chacun donne sa réponse avec un chiffre caché. Il va falloir que l'on estime par rapport aux réponses des autres pour qu'on arrive à faire deviner la proposition valorisée et le remettre dans l'ordre. Ça marche super bien. On a fait des prises de karaté pour impressionner des agresseurs. C'est effectivement très très drôle. Oui. Juste pour conclure, avant de laisser la parole à Mathilde, on a parlé du groupement des boutiques ludiques et je vous en remercie. Je pose une question parce que j'ai besoin de votre affection, donc ne vous sentez pas obligé de répondre, mais vous pouvez répondre quand même. Est-ce que Trick Track est utile aux boutiques? Oui. Ah, merci, ça fait du bien. T'en doutais, Guillaume? Oui. Merci beaucoup à toutes les trois d'être venues. Can, 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 can.